C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, Conseil des ministres d'hier mercredi, les membres du gouvernement ont validé plusieurs décisions. Bientôt, le service des grands brûlés et une série de chantiers routiers. Le nouveau code électoral prévoit de nouvelles dispositions qui régissent les élections au Bénin. De l'avis des analystes politiques, tous les partis ont les mêmes chances. Le dossier politique nous en propose une synthèse. Et puis les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont prêté serment. Leur rôle, protéger la vie privée et professionnelle des concitoyens. À suivre la cérémonie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le service des grands brûlés et une série de chantiers routiers seront bientôt lancés. Hier, en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont procédé à la validation de ces deux décisions et bien d'autres encore. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 13 mars 2024, au thème de laquelle les décisions que voici ont été actées. Des décisions d'ordre des communications. Ainsi, en point 1, actualisation des études architecturales et techniques réalisées dans le cadre de l'extension de l'hôpital de zone Alada Tofo-Zé en vue de l'érection d'un service des grands brûlés. Ces études initialement conduites en vue de l'extension du dit hôpital portaient sa capacité de 65 à 150 lits, dont un complément de 6 lits pour le service des grands brûlés et 8 pour la traumatologie. Mais, au regard des accidents graves intervenus dans notre pays au cours de l'année 2023 et ayant causé des cas sévères de brûlures, il paraît pertinent de disposer d'une unité de prise en charge des grands brûlés de capacité plus élevée et aux normes internationales. Dès lors, il sera possible de soigner un nombre plus important de patients, le cas échéant. Aussi, est-il envisagé de redimensionner le projet initial d'extension de l'hôpital par l'actualisation des études architecturales et techniques. Dans ce cadre, il est prévu 16 lits pour la prise en charge des grands brûlés et 12 pour la traumatologie. Afin de capitaliser les travaux déjà effectués, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le même cabinet japonais, Architecte Endo Takeshi, qui avait déjà réalisé les premières études. En point 2. Contractualisation pour des missions de réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Poursuivant la mise en œuvre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers groupements, cabinets et entreprises qui prend en compte plusieurs axes d'un linéaire total de 332 km environ. Ce faisant, les travaux à exécuter renforceront ces infrastructures en les adaptant au volume du trafic sans cesse croissant, de même qu'ils favoriseront de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Sont concernés par ce programme l'aménagement et le bitumage des routes Dogbo-Lalo, 21 km, Adjaha à Tiémé, y compris ses bretelles, 70 km, Penesulu à Lédio-Séméré et la bretelle à Lédio-Akaradé, frontière du Togo, 50 km, Kilibo-Wessé, 25 km, Tanguieta-Kobli, 36 km 85 et Tiélé-Materi, 17 km 75, ainsi que la voie d'accès à la caserne militaire d'Alada pour 4 km 941. L'aménagement en terre des axes Koulekamé à Gbanizon-Abomé, 27 km 3, dont la construction d'un pont à Hogbeya. Wessé-Anseke, 22 km. Glazoué, Ouedeme, Laotan, Logozoé, 22 km. Glazoué à Santé, à Klangpa, 32 km. Puis la voie d'accès à l'hôpital psychiatrique d'Alada pour 2 km 736. La construction en zone périurbaine de
9 ponts unibridge et 16 ouvrages de type Dalo en béton préfabriqué. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires aux fins de conclure les marchés avec les prestataires sélectionnés pour le démarrage effectif des travaux, de même que l'exécution des missions de contrôle et de surveillance conformément au cahier de charges des cabinets retenus. En point 3, réalisation des études complémentaires d'avant-projet détaillés et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du projet de contournement nord de Cotonou, Konoko. Dans le but de réduire l'impact social de ce projet autoroutier d'envergure, il est retenu de repositionner à l'ouest de la lagune de Cotonou le barreau de liaison initialement prévu pour passer à l'est de la lagune. De plus, la prise en compte des nouveaux pôles de développement économique projetés dans la ville d'Abomey-Calavi a amené le gouvernement à faire le choix de prolonger l'axe principal du contournement jusqu'à la localité d'Akasato, alors que la limite initiale du projet était le carrefour de Kota. Malgré ce prolongement d'itinéraire, ce carrefour sera relié à l'autoroute par une bretelle. C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'actualiser les études du projet en conformité avec ce tracé. Aussi, le bureau retenu aura-t-il pour mission de réaliser, dans un délai de 5 mois, les études techniques complètes niveau avant-projet détaillé du barreau, les études techniques complètes de la section Kota à Kassato, le réallotissement et le phasage du projet en 3 lots et la mise à jour des rapports existants, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour l'ensemble des lots. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, sous cette rubrique, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 22 au 23 mars 2024 du 13e congrès de la Société de médecins anesthésistes réanimateurs du Bénin, l'organisation au Bénin du 1er au 5 avril 2024 du premier colloque mondial des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la participation du Bénin du 20 avril au 24 novembre 2024 à la 60e Biennale internationale d'art de Venise en Italie. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère du Travail et de la Fonction publique et sur proposition du ministre, M. Komlan Jules Yawenu est nommé directeur adjoint de cabinet. Par ailleurs, sont promus dans divers grades les officiers supérieurs et généraux ci-après. Au ministère de la Défense nationale, général de division pour compter du 1er mars 2024, général de brigade Fructueux Candide Ahodeong Bagidi, général de division aérienne pour compter du 1er mars 2024, général de brigade aérienne Bertin Bada, général de division pour compter du 1er avril 2024, général de brigade Abou Issa, contre-amiral pour compter du 1er avril 2024, capitaine de vaisseau-major Fernand Maxime Aoyo, général de brigade pour compter du 1er avril 2024, colonel-major Abdoul Baki Sani Bachabi. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, inspecteur général de police de première classe pour compter du 1er mars 2024, inspecteur général de police de deuxième classe Soumaïla Alabiyaya, inspecteur général de police de deuxième classe pour compter du 1er avril 2024, contrôleur général major de police à Hofoji Nazer Ounokpe, je vous remercie. Le porte-parole du gouvernement s'est ensuite prêté à un exercice d'explication de test sur le nouveau code électoral, notamment sur le maintien ou non des alliances ou accords pour aller aux élections. Voici un extrait de ses propos. Ce code maintient l'interdiction de coalition ou d'alliance pour aller aux élections. Ce qui veut dire que 2, 3 ou plus partis de même obédience politique n'ont plus la possibilité de faire une liste unique pour aller aux élections. Cela se passait bien avant, mais la réforme du code électoral intervenue il y a quelques années avait déjà interdit cela. Et certains de nos compatriotes s'interrogent sur
le fait de savoir si le code actuel remet en vigueur la possibilité de faire des alliances ou des coalitions pour aller aux élections. La réponse est clairement non. L'interdiction de coalition ou d'alliance est maintenue dans le code électoral. Donc il n'y a pas de confusion possible, il n'y a pas d'amalgame à faire. Il n'y a plus de possibilité chez nous, pour les partis politiques, de faire des alliances ou des coalitions pour aller aux élections avec une liste unique. La raison en est simple. C'est parce que nous voulons que ces partis existent par eux-mêmes et soient suffisamment forts en étant présents partout dans le pays, dans toutes les circonscriptions, pour devenir de véritables partis nationaux, ayant une envergure couvrant le territoire national et toutes les circonscriptions électorales à la même enseigne. Le cantonnement nord de Cotonou a fait l'objet d'une annonce au point de presse du Conseil des ministres. Où en est ce grand projet routier attendu pour désengorger les routes dans le littoral? L'aura-t-on avant 2026? On écoute le porte-parole du gouvernement. Je vous remercie de vous préoccuper, mais en même temps de l'intérêt que vous portez à ce sujet emblématique du programme d'action du gouvernement et je dirais même de l'action du président Patrice Talon. Le contournement nord, en effet, que certains ont pu qualifier de projet pharaonique, n'a pas disparu des radars du PAG. Vous venez d'en avoir la preuve administrée que si on n'en avait pas parlé depuis un moment, cela ne voulait pas dire que le projet a été rangé. Au contraire, les équipes y travaillaient et là, l'étape à laquelle il se trouve aujourd'hui, vous le constatez, c'est qu'il va y avoir des études complémentaires. Surtout parce que vous l'aurez noté aussi, l'itinéraire est prolongé. Au lieu que de s'arrêter à Karabikota comme initialement prévu, il va devoir aller jusqu'à Kassato. Et vous voyez qu'on déplace le barreau de l'est vers l'ouest. Tout ce qui est à faire, tant que le mandat est en cours, sera fait avec la même détermination, le même engagement. Et que les études soient achevées. Vous avez noté le délai, c'est 5 mois. Que les études soient achevées et que les phases d'après soient lancées. L'appel d'offres, la sélection de l'entreprise ou des entreprises qui vont exécuter le projet et puis ça pourra commencer. C'est un projet d'envergure et on est convaincu que ce n'est pas en 1 an ou en 1 an et demi qu'il sera achevé. Mais on pourra conduire la procédure à son terme et pourquoi pas lancer le chantier physique afin que chacun voit bien que c'est un projet qui tient à cœur au président de la République et à son gouvernement. Dans la suite de ce journal, Mariam Tchabi Talata prend part à la 68e session annuelle de l'ONU sur la condition de la femme à New York. La vice-présidente conduit une délégation composée de la ministre des Affaires sociales et de la présidente de l'Institut de la femme. En marge des activités de cette session, elle a échangé avec la directrice exécutive de ONU-SIDA. Regardez. Vous allez bien? Les échanges entre la vice-présidente de la République du Bénin et la directrice exécutive de ONU-SIDA se sont focalisés sur l'accès aux services de santé et la prévention contre le VIH-SIDA. L'intérêt est surtout porté sur les filles et les jeunes femmes concernées par les nouvelles infections. Le Bénin reste admiratif dans ses efforts pour la lutte contre le VIH-SIDA aux yeux de la directrice exécutive de ONU-SIDA. Nous avons discuté sur la manière d'inverser la tendance des nouvelles infections, que ces nouvelles infections s'arrêtent et que les décès s'arrêtent. Principalement, nous nous préoccupons de la situation des jeunes femmes et des jeunes filles. Elles sont plus concernées par ces nouvelles infections. Nous avons parlé de la manière d'utiliser l'espace de l'éducation en permettant à toutes les filles d'atteindre le niveau primaire jusqu'à la fin de l'école secondaire et les politiques que nous devons mettre en place pour les protéger contre le VIH. Je suis très contente de vous savoir à ce niveau de responsabilité et ça nous honore et ça nous remplit de joie et ça nous amène à nous dire qu'un autre monde, un monde de justice, d'égalité, d'équité est en train de naître pour la grande institution qu'est l'ONU, pour tout ce qui se fait dans différents domaines dans notre pays, pour tout l'accompagnement dont nous bénéficions de la part donc de cette institution. En ce qui concerne la population avec le FOUNAP, en ce qui concerne les jeunes avec l'UNICEF
et puis beaucoup d'autres institutions de l'ONU. Sans cet appui-là, nous allons peut-être faire des choses, mais pas autant que ce que nous faisons grâce à l'appui de l'ONU et aux directions spécialisées de l'ONU dans notre pays. Nous vous remercions au nom du peuple béninois, au nom du chef de l'État que je représente ici, pour tous ces efforts-là. La directrice exécutive de ONU-SIDA annonce sa prochaine visite au Bénin pour soutenir une nouvelle initiative lancée dans le pays. Thank you. Code électoral, on en parle toujours. De nouvelles dispositions régissent désormais les élections au Bénin. Le nouveau document se révèle un instrument inclusif qui garantit à tous les partis politiques les mêmes chances. C'est du moins l'avis des analystes politiques sur le sujet. Le NEC Agbazaou nous en propose une synthèse. Un instrument inclusif, fruit du vote de la représentation nationale. Les nouvelles dispositions du code électoral ne favorisent pas l'exclusion. Sont actuellement représentés à l'Assemblée 3 grands partis qui disposent du nombre de parrains nécessaires pour pouvoir compétir pour le compte de la présidentielle de 2026. Le collège de parrains est désormais évalué à 15%, ça fait 28 députés. Il se fait aujourd'hui que les démocrates ont 28 députés. Donc ça ne pose a priori aucun problème. Le BR a 28 députés, couplés avec les maires. En fait, ils en auront plus. L'UP, le renouveau, a plus de députés, plus de maires. Donc, les questions, même FCBE a des maires. Donc, ça fait que la question, il n'y a pas d'exclusion. Les partis pourront compétir. C'est pourquoi ce code n'est pas exclusif. Ce n'est pas une démocratie d'exclusion. Ce code travaille pour l'inclusion, mais pour la grande représentativité. La vocation, c'est que nous avons des partis à envergure nationale. C'est tout. Le nouveau texte verrouille les débauchages d'élus et garantit donc la stabilité des chapelles politiques. De même, aucune disposition du code actuel n'empêche un parti comme LD, FCBE ou autre de participer aux législatives et communales de 2026. 2 ans, ça paraît beaucoup, mais c'est peu. 2 ans, c'est déjà à côté. Il revient déjà aux militants de partis politiques et surtout aux responsables de partis politiques de sonner dès à présent la mobilisation ou la remobilisation de leurs militants pour qu'on ne pense pas que 2 ans, on a le temps de pavaner. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Le seuil de 20% des suffrages ne constitue pas un obstacle et s'impose à tous les partis. Et même pour le parti FCBE, qui n'est pas actuellement représenté au Parlement, mais dispose de maires, rien n'a changé par rapport à 2021. Si l'on se réfère aux pays comme le Ghana, comme le Nigeria, je pense que dans ces pays-là, il y a des partis forts qui existent depuis des décennies et qui ont toujours animé sainement la vie politique. Donc aujourd'hui, quand on amène le pourcentage pour prétendre à la division des sièges à 20, c'est une manière de conforter davantage et donc l'ancrage des formations politiques et d'éviter que des candidats ou des personnes ne sortent de nulle part pour venir se faire élire président. Je ne vous apprends rien quand je vous rappelle que depuis l'avènement du renouveau démocratique, aucun militant de parti politique n'a réussi à se faire élire, à se faire porter à la magistrature suprême. Donc c'est un échec pour les formations politiques dont la philosophie est de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Normalement, un parti politique aspire à l'exercice du pouvoir central, du pouvoir exécutif. Ça ne sert à rien d'avoir juste un parti politique pour faire du marchandage politique. Nous en avions assez fait dans notre pays. Et nous saluons l'ingéniosité du président Patrice Talon, qui a eu le courage de faire des réformes dans ce secteur sensible. Une option aurait été d'aligner le nombre de parrains nécessaires pour être candidat à la présidentielle au seuil de représentativité dans les circonscriptions électorales. Dans ces conditions, certains partis ne pourraient pas disposer des parrains nécessaires. C'est pourquoi l'option faite permet à tous les partis aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale de participer valablement à la présidentielle de 2026.
Retour sur les réactions que continue de susciter le nouveau code électoral. Nathanaël Coty de l'UP Le Renouveau pense qu'il s'agit d'un acte qui vient renforcer la réforme du système partisan pour davantage l'assainir, notamment sur la transhumance politique. Il se prononce aussi sur la querelle liée à l'inclusivité ou non de ce code électoral. Il est au micro de William Aguiar. Nous avons adhéré à la réforme du système partisan, mais il y avait certains points à corriger, comme par exemple la transhumance politique. La transhumance politique a été, depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin, un fait qu'on a toujours déploré. Aujourd'hui, ce nouveau code vient de mettre un terme à la transhumance politique. C'est-à-dire que si vous êtes élu un député, LD par exemple, Union progressiste Le Renouveau ou Bloc républicain, vous demeurez député de votre parti politique jusqu'à la fin de votre mandat. On a aujourd'hui à l'Assemblée nationale 3 grands partis politiques. Tous ont le nombre de parrains requis pour les présidentielles de 2026. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en 2026, aucun parti, aucun leader politique, quel qu'il soit, ne peut démarcher un député LD pour aller parrainer un autre candidat UPR ou BR mieux. Le pourcentage de 20 n'empêche aucun parti politique au Bénin d'aller aux élections législatives et communales. Tous les partis politiques peuvent se présenter aux élections communales et aux élections législatives. Nous sommes à 2 ans de l'élection. Nous sommes à 2 ans. Les partis vont travailler pour s'enraciner davantage. Et c'est ce que j'apprécie de façon formidable dans le nouveau code. Parce qu'il nous renvoie vers nos populations, vers la base. Nous devons travailler à ce que le dernier des Béninois retranché dans son village adhère à notre vision politique. C'est ça le mérite de ce nouveau code électoral. Dans le reste de l'actualité, ils sont officiellement entrés dans leurs fonctions. Leur rôle, assurer la protection de la vie privée et professionnelle des concitoyens tout en préservant les prérogatives de l'État. Les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont prêté serment. Le point de la cérémonie avec Firmin Bassao et Michel Ebé. Nommés pour l'un d'entre eux par le président de la République et pour d'autres au titre des désignations de l'Assemblée nationale et pour le dernier au titre du barreau, ils sont au nombre de 5 à prêter serment devant les hauts magistrats de la Cour suprême. Vous bénéficiez ainsi de la part de ces 3 hautes institutions de la République de la confiance nécessaire à l'exercice des hautes fonctions auxquelles vous êtes désormais appelés. Il n'est un secret pour personne que notre civilisation, depuis la fin du XXe siècle, est bien celle du développement exponentiel de la digitalisation, du numérique et des systèmes d'information rapides. Du coup, se pose à l'humanité l'importante question de la production massive de données dont il convient de maîtriser l'exploitation. De ce fait, l'APDP est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Ce que je pense qu'on va apporter comme touche déjà, c'est de sensibiliser la population. Parce qu'à mon sens, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par mes prédécesseurs et qui continue d'être fait. Mais nous allons simplement continuer cette sensibilisation pour que la population soit déjà au courant de cette institution et surtout savoir comment respecter les textes et les lois relatifs à cette institution. En tant qu'autorité administrative indépendante, l'APDP ne reçoit d'instruction d'aucune autorité administrative et politique. Elle exerce une mission de service public et est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et de gestion.
La Commission nationale des mutations au ministère des enseignements maternels et primaires tient ses assises. Plus de 1000 dossiers seront traités et permettront de déployer le personnel enseignant dès la rentrée scolaire 2024-2025. Les travaux réunissent entre autres les responsables syndicaux du ministère et les directeurs départementaux, Fimé Massao et Michel Aigbe. L'une des activités préparatoires de la rentrée 2024-2025, ce sont les mutations nationales. Le ministère des enseignements maternels et primaires ne s'en dérobe pas. Après les mutations opérées en 2022, voici encore réunis les membres de la Commission nationale pour le traitement de 135 dossiers affectés pour études. Les dossiers que nous allons parcourir pendant les 4 jours de nos assises couvrent toutes les rubriques de mutation, à savoir la mutation pour rapprochement de conjoints, la mutation à 5 ans de la retraite, la mutation pour raison de santé, la mutation pour raison sociale, la mutation normale, la mutation pour permutation de poste. Les mutations nationales ne sauraient être prononcées sur des bases arbitraires, mais plutôt et strictement en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière. Bien plus, les dites mutations, loin d'être une sanction, favorisent indéniablement une forme de mobilité dont jouissent les agents de l'État. À ce titre, elles permettent de lutter contre la sédentarisation de l'agent à un même poste et contribuent de ce fait à sa motivation. Les membres de la commission sont invités à une analyse objective des besoins de mutation exprimés par les personnels enseignants et à l'observation stricte du secret de délibération. L'Association béninoise pour la promotion de la famille, en collaboration avec plusieurs partenaires, a organisé un forum collaboratif sous-régional. C'était une occasion de partage d'expériences et de stratégies sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi qu'à l'éducation à la santé sexuelle. Génial Afouda Moussi à Agboka et Jules Akoiko pour les précisions. Une éducation à la santé sexuelle de bonne qualité peut fournir aux jeunes les informations nécessaires sur leur corps et leur sexualité. Elle peut également les aider à faire des choix sûrs en matière de santé sexuelle et reproductive. Et c'est justement l'objectif de ce forum de partage d'expériences sur la thématique. En effet, le manque d'informations fiables en matière de santé sexuelle est l'un des facteurs qui bloque et bouleverse la vie de milliers de jeunes dans le monde entier. Et conscients de cela, les gouvernants, avec l'aide de la société civile, ont été amenés à choisir pour plus d'un la voie de la prévention en optant pour la vulgarisation de l'éducation à la santé sexuelle. Le forum illustre cela en faisant participer différents pays de la sous-région et au-delà, et en faisant dialoguer 2 initiatives, Ados Avance Ensemble et Right Here, Right Now, 2, mais aussi en donnant la parole à chacun pour relever collectivement les défis et saisir les opportunités. C'est une belle opportunité pour vous, mesdames et messieurs, de vous enrichir mutuellement à travers vos expériences et vos connaissances. Au nom du ministre de la Santé, nous vous recommandons donc d'exploiter la diversité d'horizons, la diversité de cultures, la diversité de connaissances que nous avons dans cette salle-là pour discuter et rechercher les meilleurs comportements protecteurs de la santé à recommander à nos jeunes. La rencontre réunit 18 organisations de la société civile provenant de 10 pays. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Togo, du Maroc, du Sénégal, du Burundi, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et des Pays-Bas. À l'instar des autres communautés musulmanes, les fidèles de Djougou ont commencé le jeûne depuis lundi. Comme on pouvait s'y attendre, l'affluence dans les mosquées et autres lieux de prière est inhabituelle. Jean-Claude James et Yves Agodopessi ont fait le constat dès le premier jour. Un peu plus d'1 heure après la prière de 16 heures, ces fidèles musulmans sont toujours sur place et continuent de s'adresser à Allah. Le jeûne a démarré et l'ambiance sera ainsi jusqu'à la fin dans cette mosquée du quartier Zongo de Djougou. Le jeûne en islam, ça signifie s'abstenir de boire, de manger, d'aller au sexe
de parler, de maudire, de critiquer un certain nombre de choses que l'islam condamne. Lorsque vous pratiquez tout ça, vous avez les bénédictions. Mais au temps de carême, les bénédictions vont davantage. Il m'a été dit depuis l'enfance qu'il y a un paradis créé pour les bons musulmans et en tout cas les bons croyants. Donc j'implore ce pardon et qu'il me donne ce paradis-là. Non seulement ça, je veux la richesse, la santé, la longévité et surtout des bonnes choses. La lecture du Coran, les litanies et la prière au prophète de l'islam sont entre autres activités de ce mois sacré placé sous le signe de la paix. Dans le mois de Ramadan, c'est juste la prière pour renforcer notre foi. Tout ce que nous sommes en train de rencontrer comme difficulté, qu'Allah les change avec sa clémence, un peu plus de joie dans les familles. Que chaque musulman prenne 1 minute pour prier pour la nation. Parce que nous n'avons que cette nation-là. Oui, au Bénin, nous plaçons le jeûne cette année sous l'union et la bénédiction et la paix. Les 30 jours de privation sont subdivisés en 3 décades de 10 jours. La première décade pour implorer le pardon d'Allah, la deuxième sa clémence et la troisième décade la miséricorde d'Allah. Lentement mais sûrement, l'hôpital de zone de Kandy se modernise. Cette formation sanitaire dispose désormais d'un groupe électrogène de 500 kVA et d'un incinérateur semi-électrique. 2 grands besoins comblés dans l'Aliborie par le projet Rédissé et la Banque mondiale. Patrick Ayadji et Judikaël Aïna. Un groupe électrogène de 500 kVA. La machine de relais est désormais en marche à l'hôpital de zone de Kandy. Le donateur, le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, Rédissé, financé par la Banque mondiale. Ce groupe électrogène de 500 kVA coûte environ 44 millions. C'est un groupe électrogène muni d'un inverseur, d'un silencieux supplémentaire, d'un système PV, d'un auvent insonorisé et imperméable, mais aussi qui est accompagné de pièces détachées, mais surtout de kits d'entretien. Il faut constater là que nous n'avions rien laissé, on a visé haut. Visiblement, le bonheur n'arrive jamais seul à la zone sanitaire Kandy Gogounou Segbana. Elle abrite désormais aussi une unité d'incinération des déchets biomédicaux de dernière génération. À chaque campagne de vaccination et autres que vous voyez, il faut tout rassembler, mettre dans un véhicule, amener jusqu'à Djougou. Parce que même à Parakou, ça n'existe pas. Même à Niki, il n'y a pas. Ça, c'est le moment quand même de vous dire ce soulagement qu'apporte l'installation de cet incinérateur électrique au niveau de la commune de Kandy. Grande satisfaction quand on voit que le projet Rédissé met à la disposition de l'hôpital 2 équipements de taille. On ne peut que remercier le projet Rédissé et surtout le ministre de la Santé qui a trouvé juste pour le bonheur de la population. Avec ce groupe électrogène de relais de 500 kVA et l'incinérateur semi-électrique, l'hôpital de zone de Kandy est plus que jamais sur la voie de la modernisation, selon ses responsables. Le bloc républicain a célébré les femmes de Djougou, membres du parti, au lendemain du 8 mars. Le président du parti a autorisé la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C'était également une occasion de remobilisation de la troupe. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Habillées aux couleurs de leur parti pour la majorité, ces républicaines ont répondu à ce rendez-vous de réflexion. Le temps de cette célébration, elles ont passé en revue les efforts de l'exécutif pour l'amélioration de leurs conditions. Le thème international retenu s'intègre parfaitement dans les priorités du gouvernement béninois. C'est pourquoi je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de féliciter le président de la République. C'est le lieu pour nous de lui retirer nos sincères remerciements pour sa politique de promotion des femmes. Pour cette journée spéciale,
Ces militantes du BR de Djougou ont bénéficié du soutien des hommes, à commencer par le président du parti, parrain de la présente édition de la GIF. Ce que le président Abdoulaye Biaye Tchane attend de ces femmes, c'est d'abord l'unité des femmes. C'est d'abord leur mobilisation massive autour du parti. Dans le parti, il y a une organisation de masse qu'on appelle OFR, Organisation des femmes républicaines. Donc le président Abdoulaye Biaye Tchane soutient toujours cette organisation. Il devient plus que jamais crucial de défendre fermement vos droits pour accélérer les progrès. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous exhorter à actionner les leviers pour la réalisation des potentiels féminins. Quand la partie réflexion est soutenue par quelques séquences de détente, c'est une belle harmonie souvent bien appréciée par les femmes. Ker Bénin Togo s'est joint aux femmes membres de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Au-delà des réjouissances, c'était un moment de réflexion sur le bien-être des femmes agricultrices. Les manifestations ont eu lieu à la place Goro d'Abomey. Pierrette Adayossi et Kanel Cap. Nous, les femmes de la FENAFAB, sommes les Amazones d'une agriculture durable. Investir en faveur de la femme agricultrice, c'est garantir une bonne nutrition pour tous. Ensemble, agissons. C'est le sens que donnent ces femmes de la FENAFAB à cette journée du 8 mars célébrée en différé à travers une caravane et des panels de discussion. Investir en faveur des femmes signifie reconnaître la valeur inestimable de la contribution des femmes agricultrices au développement. C'est pourquoi nous voulons prier nos honorables députés et toutes les autorités à divers niveaux afin que des dispositions soient prises pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes agricultrices. Nous ne ménagerons aucun effort dans l'accompagnement de toutes vos initiatives. Et c'est justement à ce titre que le consortium Ker International Bénin-Togo apporte son appui à ces femmes agricultrices du Bénin à travers son projet Cascade. L'objectif général du projet Cascade est de renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition qui existent en vue de l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la contribution à la réduction de la malnutrition pour environ 700 000 femmes en âge de procréer et des enfants. Voilà les actions que nous devons commencer par voir sur le terrain, d'où cette journée. Et je profite de l'occasion pour remercier Ker qui les a accompagnés jusqu'à ce niveau. Sur financement du Royaume des Pays-Bas, le projet Cascade mis en œuvre au Bénin intervient dans 20 communes de 6 départements du pays. Faisons à présent le point de l'actualité internationale avec Alain Sotoubin. Victoire Ingabire, figure de l'opposition rwandaise, exprime sa déception alors qu'un tribunal du pays a rejeté sa demande de restauration de ses droits civiques. Une décision qui l'empêche de se présenter à la présidentielle du 15 juillet. C'est une grosse déception, dit Victoire Ingabire. Seuls 2 candidats se sont pour l'instant déclarés à l'élection du 15 juillet. Paul Kagame, l'homme fort du pays depuis 1994 et président depuis 2000. Et Franck Habineza, chef du Parti vert démocratique, qui avait obtenu 0,45% des voix lors du dernier scrutin en 2017. Au Nigeria, des dizaines de personnes enlevées dans le nord-ouest. Le ministre de l'Éducation, Youssouf Tanko Sununu, qualifie l'attaque contre une école au nord-ouest du Nigeria de revers majeur pour le pays après que des hommes armés ont enlevé plus de 250 élèves le 7 mars 2024. Plus de 250 élèves kidnappés le 7 mars dans leur école, située à Kiruga, dans le même état, à quelques 150 km de ce village. D'après des familles de disparus,
Peu d'informations ont été communiquées depuis cet enlèvement de masse, l'un des plus importants dans ce pays en 3 ans. La vague d'enlèvement de masse qui touche le Nigeria constitue un défi pour le gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu, qui a promis de s'attaquer au problème de l'insécurité, mais aussi de lutter contre la crise du coût de la vie et d'attirer davantage d'investissements dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 13 mars 2024, au thème de laquelle les décisions que